Bonjour, chère auditrice, et merci d'avoir lancé ce 6e épisode de La Case, dans lequel je reçois Carensac, qui est une dessinatrice de BD. Elle est notamment connue pour la série Aubépine, sortie chez Dupuis, sur laquelle elle travaille avec le scénariste Tom Picot. Cette bande dessinée Aubépine est une série jeunesse dont le premier arc se termine en 4 tomes. Mais rassurez-vous, même les adultes peuvent trouver leur compte à la lecture de cette œuvre, car le style graphique de Carensac est vraiment très appréciable. Et l'histoire est aussi toute choupie. Carensac a aussi travaillé sur d'autres projets, comme la BD La soutenable légèreté de l'être, avec Éléonore Coste au scénario. J'espère que notre discussion vous donnera envie de découvrir Carensac et son travail, si ce n'est pas déjà le cas. Bonjour, bienvenue dans l'épisode je ne sais pas combien de La Case, parce que j'ai perdu le décompte, et aujourd'hui je suis avec Carensac. Bonjour, merci pour l'invitation. De rien. Bon, tu connais le principe du podcast, on est là pour parler des mangas que tu as aimés et lus. Et donc la question que je pose à tous mes invités en premier, c'est quel est le manga que tu as lu pour la première fois ? Alors, le premier manga que j'ai lu, donc je vais avoir à peu près 13 ans, c'est mon crush de l'époque en fait qui me l'avait conseillé, et moi j'ai fait ok, donc il me l'a conseillé, je vais le lire. Et c'était Love Hina. Et je pense qu'on est pas mal à avoir lu ce manga à cette époque. Et je me souviens encore, en fait, le lire sous ma couette, parce que c'était pendant Noël, le lire et me dire, putain, c'est trop bien, lui envoyer des messages, genre, oh, bah, merci, dis donc, pour cette recommandation. Et au début, c'est vrai que j'avais un peu lu, parce que, en disant, genre, ah, c'est mon crush qui l'a conseillé. Sachant qu'en fait, je lisais déjà beaucoup de BD. Donc j'étais pas non plus, genre, j'ai pas commencé un nouveau truc me disant, genre, qu'est-ce que c'est ? Et vraiment, ouais, non, c'est juste, je suis rentrée dedans, j'ai fait, ouais, mais c'est ouf. Et c'était vraiment le côté, bah, t'as une histoire qui est racontée. Ce que je disais des BD, mais c'était plus, par exemple, des Schtroumpfs, où c'est juste une grande histoire, ou des gags à la Calvin et Hobbes. Ou après, je lisais des BD type L'Enfeust, mais c'était des trucs très, genre, c'est la guerre, c'est la violence. Alors que là, c'était juste une petite histoire, et je sais pas, je suis rentrée dedans. Même si je l'ai relu il y a pas longtemps, et bon, il y a plein de soucis. Oui. C'est une fois que t'as ouvert, t'as appuyé sur le bouton du féminisme, t'es là, genre, oulala, ça va vraiment pas. Mais en fait, ouais, pour commencer, ouais, non, j'en étais dingue de ce manga. Et surtout, en fait, c'est ce qui m'a donné en fait l'envie de lire d'autres mangas. C'est surtout ça, c'était ma première porte d'entrée. Sachant qu'au final, je me rends compte plus tard que en fait, j'avais déjà été en contact avec la culture japonaise. Parce que comme tous les gamins, j'étais folle de Pokémon, Sakura aussi à la télé, mais j'étais folle de ça. Mais j'avais jamais fait le lien que c'était genre de la culture japonaise. Alors que là, j'avais vraiment pris conscience que, ok, c'est fait au Japon, c'est une lecture qui du coup se fait dans l'autre sens, et c'est en noir et blanc aussi. Et puis même, ça raconte des histoires, quoi, je sais pas, ça m'avait vraiment émerveillée. Trop bien. Puis en plus, les dessins sont différents et tout, donc... Ouais, puis graphiquement, je trouvais ça trop beau, quoi, parce que t'avais vraiment le côté... je sais pas comment dire, mais graphiquement, c'était différent de la BD traditionnelle franco-belge, où tu vas avoir Astérix avec un gros nez, l'Enfeust, ils sont pleins de muscles. Et surtout, dans ce manga, en fait, t'avais plein de meufs, et plein de meufs différentes avec qui tu peux un peu t'identifier, et puis ça changeait, parce que généralement, c'était souvent des petits garçons, en fait, qui étaient, même si dans Lovina, c'est quand même un mec qui est le héros, mais t'as quand même plein de nanas, alors que dans les autres BD, c'était plus des mecs. Ouais, et puis après, dans Lovina, le mec c'est le héros, mais comme tu dis, y a toutes les meufs qui sont à côté, elles sont tellement différentes et variées, t'as tellement de personnages. Alors après, comme c'était ton premier manga, forcément tu te rendais pas compte que c'était toutes des archétypes et qu'on les retrouve après. Mais pour une première lecture, c'est trop bien parce que tu te dis, bah c'est cool, une meuf ça peut être plein de trucs différents. Bah c'est ça, c'est pas juste la copine de héros ou genre... Ou la schtroumpfette. Ou la schtroumpfette qui est toute seule, ou dans Calvin et Hobbes où c'est juste la voisine chiante. Non, là, elles avaient toutes des personnalités, et c'est vrai que maintenant, avec du recul, effectivement, tu vois en fait quels sont ce type de personnages. Mais à l'époque, j'étais, ah ouais, en fait, quand t'es une fille, tu peux être plein de choses, quoi. Moi, j'aimais trop la samouraï, j'ai oublié son nom. J'ai oublié le nom. Enfin bref, il y a une nana qui faisait du sabre et tout, je l'aimais trop parce qu'elle était combattante et tout. D'ailleurs, j'étais un peu triste quand elle était tombée amoureuse du héros. D'ailleurs, spoiler, désolé. Mais de toute façon, elles tombent toutes oui, alors ça, oui, après j'ai découvert que c'était un thème, c'était genre le manga harem, et que bon, finalement, tu dis, ah oui, d'accord, effectivement. Le principe, c'est que tout le monde soit amoureux du héros. Bon, je trouve ça un peu bizarre avec du recul. Mais ouais, non. Et après, je crois que c'est à partir de là où en fait, c'est au lieu d'aller dans la case juste BD, quand j'allais m'acheter des BD, je me dis, ah tiens, maintenant il y a aussi la case manga, que avant en fait je regardais pas, et que... Tu savais que ça existait ou pas du tout ? J'ai pas le souvenir de ça, mais je pense en tout cas que ça m'intéressait pas parce que j'avais mes BD, sachant qu'en fait mes parents lisent énormément de BD.
Du coup, il y avait vraiment tout le temps des BD à la maison. Et en plus, comme c'est à l'époque où j'habitais à Angoulême, avec mes parents, donc il y avait le festival tous les ans. Donc mon premier festival, genre j'avais 8 ans, donc j'adorais vraiment la BD. Bah d'ailleurs, j'en ai fait mon métier. Oui. Donc, ouais, non, j'avais pas vraiment conscience de ça, surtout que mes parents étaient pas fans de manga. Quoi, ils trouvaient que ça mal dessiné. Ils étaient pas en mode ah, c'est violent, comme on a pu avoir Ségolène Royal qui disait ça. C'était plus genre ah, c'est pas très bien dessiné, bon, pourquoi ça. En fait, ils n'en se lisaient pas. Et ils m'en achetaient pas. Et comme bah, souvent, en fait, tu lis ce que tes parents ont ou ce qu'ils t'offrent. Et là, ouais, c'est vraiment à partir de mes 13 ans, ouais, donc quand une autre personne en fait extérieure de ma famille, donc mon crush de l'époque pour l'occasion, m'a dit tiens, lis ça. Et c'est là ouais, j'ai commencé à en acheter moi-même. Et le deuxième, les deux en fait où j'ai acheté en même temps, je m'en souviens encore le voir dans le magasin et flasher sur la couverture. Le premier c'était Tsubasa Reservoir Chronicle, où là j'étais genre waouh, c'est trop beau, la couverture elle est incroyable. Et est-ce que tu savais quand tu l'as acheté que c'était fait par les mêmes qui ont fait du coup Sakura? Bah non, pas du tout. En fait, c'est vraiment quand j'ai dit mais pourquoi il y a Sakura, genre c'est ah mais attends, est-ce que ce serait, et après j'ai commencé à me renseigner, surtout que Tsubasa ça se lit aussi avec XXXholic, où là aussi j'étais là, genre mais le dessin mais c'est magnifique quoi, c'était ouf. Je trouvais ça mais incroyable, genre je redessinais les personnages, j'aimais trop. Et il y avait aussi du coup bah comme tout le monde Naruto, j'ai découvert ça aussi en même temps. Et là aussi, je trouvais ça fou, quoi. Je m'étais fait même mon petit personnage, comme si j'étais, en fait, mon espèce d'avatar à l'époque, comme si moi aussi j'étais une ninja. Trop bien. D'ailleurs, j'ai retrouvé des dessins, là, ce week-end. Trop cool. C'était vraiment, j'étais à fond dans... J'avais vraiment, genre, du coup, à cette époque, j'étais Lovina, Tsubasa et Naruto. Après, voilà, moi, c'était des lectures très, très classiques, en fait, de l'époque. C'est pas des trucs un peu indés. Ouais, après, Tsubasa, c'est quand même pas forcément très classique, vu que c'est une histoire qui est un peu... qui est carrément fantastique, avec des voyages dans des mondes différents. Ouais, ça part et en tout. couille vite ouais, fait. ça part en couille vite fait. Hein. C'est genre à partir du tome 10 ou 8 où vraiment il y a une espèce de twist. Et quoi. Du coup, je vais pas vous le spoiler celui-là. Où t'es là, genre, mais ça commençait tout pipou, trop mignon. Pourquoi ça devient hyper noir et hyper glauque et genre je comprends plus rien. Et tu relis les BD, t'es là, genre, ah oui, d'accord, donc lui c'est lui. Et puis en plus, il faut les lire avec Xolic en même temps, sinon tu comprends rien. Ah bah moi j'avais rien compris parce que du coup j'avais pas acheté XXX Ah bah oui. parce que je savais pas qu'il fallait lire en même temps, c'est plus tard que j'ai découvert ça. Ah oui. Donc j'ai jamais lu la fin de Sakura Reservoir Chronicle. Ah, c'est le bordel. Hein. Ah ouais, ça a l'air. C'est un bordel monstre. Mais ouais, je trouvais ça... Et puis Xolic, je trouvais que le dessin était hyper élégant. Ouais. Et aussi, je trouvais que l'édition était incroyable. Ah, elle était trop belle, ouais. Les tranches. Enfin, les tranches étaient colorées et la couverture était plutôt dans les tons noirs, violets. Un peu mat, là. Ouais, c'était trop beau. C'était incroyable. Et vraiment, c'est là où, en fait, c'est à cette époque-là, à partir de mes 13 ans, je suis passée de je ne consomme genre 0 manga à j'en achète, genre tout mon argent de poche passe en manga. Mais vraiment, du coup, c'était vraiment... J'attendais que les Naruto sortent, que les Tsubasa sortent, c'était vraiment genre tous les mercredis, j'allais chez le libraire et je me revois encore avec ma pile, ma mère qui me regarde genre tu vas pas mettre ton argent dans autre chose. Et moi je dis ah non, je veux lire des mangas. Mais par contre c'est marrant parce que j'étais la seule de mon groupe de copines en fait à lire des mangas ou même à lire des BD et puis même à jouer aux jeux vidéo par exemple dans ce groupe de copines. Donc en fait je me cachais un peu, je leur disais pas parce que c'était clairement un truc de geek. Ouais, c'était pas le terme à l'époque, je sais pas comment elle m'appelait, mais du coup c'était juste avec mon crush en fait, on en parlait tous les deux et c'est pour ça que j'aimais beaucoup le voir, c'est qu'on parlait de manga et tout. C'était la seule personne de mon entourage qui à l'école en tout cas. Mais le truc aussi c'est marrant parce que vraiment à la maison, donc vu que j'ai 3 frères et sœurs, quand je suis l'aînée, quand j'ai ramené le premier manga, bah clairement aussi j'ai déclenché des trucs chez mes frères et sœurs. Donc on était deux, parce que l'autre était beaucoup plus petite, à pouvoir s'acheter quand on était 3 à pouvoir s'acheter des mangas. Donc on a eu une collection de mangas qui a tout de suite augmenté de fou, vu qu'on tous les 3 on foutait notre argent de poche là-dedans. Et ouais, on en lisait plein. Et un jour on a quand même aussi réussi à convaincre nos parents de lire des mangas, parce qu'en fait ils lisaient beaucoup de BD, donc je dis mais c'est un peu plus tard, genre vers 15-16 ans. Quand j'ai commencé à en avoir une culture un peu plus importante et me dire bah c'est cool les mangas, mais il y a aussi des sujets peut-être un peu plus adultes, même si pour moi peu importe l'âge, je lis encore beaucoup de BD jeunesse et j'adore ça. En tout cas pour essayer de convaincre mes parents, et je leur ai acheté le journal de mon père et Taniguchi, c'est ça je crois. Taniguchi. Et là en fait ça a été un déclic pour eux et eux aussi se sont mis à acheter du manga. Trop bien. Donc finalement toute la famille s'est mis à acheter du manga, donc c'était trop bien quoi. Donc et puis Taniguchi, ouais non c'est incroyable, le journal de mon père. Ouais bah, en plus les dessins pour le coup de Taniguchi sont très européanisés avec des guillemets.
Et du coup, c'est très facile aussi pour une porte d'entrée pour des personnes qui sont plus vieilles habituées à la BD de passer par ça. Parce qu'en plus, les cases, elles sont pas complètement destroy comme il peut y avoir dans certains mangas avec des grosses actions, de la baston et tout. Là, c'est souvent calme, un mec qui raconte sa vie avec ses souvenirs et tout ça. Mais quand même dans un univers japonais, quand même. Ouais, mais... Et avec son point de vue à lui. Et je trouve que c'est trop beau. Puis en plus, l'édition qu'on avait, c'était lecture européenne. Donc ils étaient moins perdus. Et c'est vrai qu'après qu'on s'intéresse un peu à Taniguchi, tu vois qu'il travaille à l'européenne. Il est pas en japonais à sortir un chapitre toutes les semaines. Il prend son temps. Et puis ouais, il parle de sujets qui peut parler à tout le monde. C'est genre un adulte qui revoit ses souvenirs d'enfant. Ça parle à tout le monde, en fait, au final. D'ailleurs, il a été adapté au cinéma, mais par des Français. Ouais. Pour prouver à quel point ce manga, en fait, peut parler à n'importe quelle nationalité. D'ailleurs, c'est drôle parce que quand j'étais au Japon, je parlais souvent de Taniguchi à des Japonais et j'ai jamais rencontré un mec qui connaissait Taniguchi. Et à chaque fois qu'il faisait de la recherche en japonais pour savoir qui c'était, Taniguchi Jiro, il cherchait et la première recherche c'était pourquoi est-ce que Taniguchi est connu en France et pas au Japon. Ah d'accord. Parce que ouais, en fait son style est très européen et au final il se démarque par sa poésie et tout ça, mais je sais pas si... Vu que les Japonais, il y a énormément de choses qui sortent, peut-être qu'il s'est pas détaché au niveau de ça. Et en France, il est sorti... Enfin, Taniguchi, il a été publié vraiment très tôt, au tout début, quand les gens ont commencé à publier des mangas. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'il est ressorti du lot. Puis aussi, je pense il y avait une époque aussi au début où en fait, pour les adultes, le manga, c'était juste de la violence de type Dragon Ball, Akira. Et que Taniguchi, il arrive avec son monde un peu hyper poétique, en mode un peu posé. Donc je pense qu'il a vraiment, avec aussi Miyazaki, permis de donner des lettres de noblesse au manga et que les adultes se disent ah c'est bon, ok, on peut en lire, c'est pas un truc de débile, même si Akira c'est trop bien, et Dragon Ball aussi. Non, c'est sûr, en plus il a été pas mal de fois invité au festival d'Angoulême, c'est pour dire quand même qu'il était vraiment reconnu dans la profession. Donc moi je trouve que c'est vraiment un homme qui a apporté une richesse incroyable et je sais pas, moi mon manga préféré de lui c'est L'homme qui marche. Ah, c'est le seul que j'ai pas lu. Il y en a plein qui disent que c'est trop chiant parce qu'en fait le titre résume le manga, c'est un homme qui marche. Mais en fait je sais pas, genre quand je le lis, je vois immédiatement la campagne japonaise, je vois les odeurs, les trucs, je sais pas, j'aime trop ce... Ah, je vais le lire du coup. En plus, c'est vraiment magnifique. Et il a un petit Shiba qui va promener et tout ça. Oh, trop mignon. Ouais, non, c'est trop bien. Du coup, je vais l'offrir à mon père, comme ça je pourrai le lire avant. Toujours faire des cadeaux utiles aux gens. Voilà, t'as l'idée de cadeau de Noël. Ouais. Et sinon, pour revenir aussi avec Tsubasa, où vraiment c'était le truc, c'est aussi, ça m'a ouvert un peu à l'univers de Clamp. Et pour moi, c'était ouf, quoi. Genre, du coup, là, j'ai redécouvert Sakura, que je regardais petite et j'avais pas capté que c'était un manga à la base. Et encore une fois, pour avoir relu Sakura il y a pas longtemps, bon, il y a des moments, t'es là genre, ah, c'est bizarre. Mais aussi Shobit, Shobit, je sais pas comment ça se prononce. Ouais, Shobit. Et c'est leur univers, vraiment, ça a été, en tant qu'ado, ça... Ouais, pour ceux qui les connaissent pas, en gros, Clamp, c'est 4 femmes, donc 4 autrices qui travaillent ensemble et qui font plusieurs types de mangas. Donc leur plus célèbre, c'est Sakura chasseuse de cartes, ou Sakura card captor. Voilà pour le titre qui était sorti en France. Et récemment, c'est ressorti en édition, en Perfect Edition, je crois. Je sais plus quel éditeur, il y a ça en France. Ouais, ça, c'est... Je sais plus. Ouais. Mais ouais, ça ressort là. Ouais, et en plus, elles ont dû retravailler leurs œuvres. Elles ont aussi fait une suite. Et elles étaient très très connues au début des années, je dirais, 2000, à peu près. Et là, ça s'est un peu tassé, je trouve. Mais ouais, c'est des autrices qui ont été super importantes, avec un style graphique qui a vraiment marqué les esprits. Enfin, elles ont fait des trucs incroyables. Juste aller jeter un œil à ce qu'elles dessinent, si vous connaissez pas, c'est magnifique. Je connais personne qui dessine aussi bien les fleurs. Ouais. C'est incroyable. Après, voilà, ça reste du shoujo, mais avec quand même de l'aventure. Et puis après, moi, j'adore le shoujo. C'est souvent décrié, mais moi, je trouve ça trop bien. Après, c'est du shoujo, mais très fantastique. Ouais. Et et puis elles mettent aussi beaucoup d'aventures, Il y a des histoires d'amour, mais vraiment, il y a des milliards d'autres choses autour, quoi. Ouais, c'est trop. Puis elles vont avoir des réflexions aussi sur Shobit, sur, par exemple... Qu'est-ce que être un être humain, genre de choses qu'on peut retrouver dans d'autres œuvres de type Alita et tout, sauf que là c'est entouré de romances plutôt que casser les gueules à des robots en faisant du roller. Mais là, ouais non, c'est vraiment... Ouais, c'était mon crush d'adolescence, c'était ça, quoi. C'était vraiment Clamp. D'ailleurs, j'aime toujours autant Clamp. Moi, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'elles faisaient à 4 je sais pas. Travailler sur leur œuvre.
Je crois Vraiment. qu'il y en a une qui est scénariste, et après je dis sûrement des bêtises, hein, mais il me semble qu'il y en a une qui fait le scénar, et après je sais pas comment elle se débrouille. Parce que je sais pas s'il y en a une qui fait que les trames, ou elles sont deux à dessiner, elles sont trois à dessiner, ou elles dessinent toutes les quatre, je sais vraiment pas. Parce que déjà de travailler à deux, c'est compliqué. Alors travailler à quatre, surtout qu'en plus généralement les mangaka, ils sont mangaka et après ils ont une armée d'assistants, mais ils sont souvent seuls sur leur œuvre, ou des fois il y a un scénariste. Alors que là, elles sont toutes les quatre au même niveau, j'ai l'impression que c'est assez rare. Après peut-être qu'il y en a d'autres qu'on connaît pas forcément, et puis surtout moi ce qui me faisait plaisir, c'était que ce soit en fait des femmes qui fassent ça. Et, C'est clair, un quatuor de femmes, ouais. c'est quand même bien stylé. Et en plus, je trouve ça vraiment classe qu'elles aient choisi un nom propre. Enfin, genre, Clamp, tu vois, quand tu les désignes, c'est ces 4 personnes. Ouais, c'est une entité. Ouais, je trouve ça vraiment un peu de la gueule, tu vois. Ouais, non, Puis même là, parce que du coup, j'ai fait un peu une liste effectivement des mangas que j'ai lus, et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait plein de femmes que en fait je lisais, et que j'ai compris plus tard en fait que c'était des femmes. Surtout que quand j'ai fait le même exercice en fait dans mes BD franco-belges que je lisais, c'était que des hommes. Et pour ça, je me suis hyper contente en me disant en fait ouais, il y a plein de femmes en fait qui ont fait du manga, et du manga qui m'ont forgé en tant que qui m'ont suivi toute ma vie. Et juste ça me fait plaisir. Parce que... Mais je pense qu'il y a pas mal d'autrices justement de mangas qui ont été publiées en France qui ont aussi permis aux filles de se retrouver dans les mangas. Parce que moi c'est vrai que la BD j'en ai pas lu beaucoup, mais en même temps je me sentais archi exclue de ce milieu, tu vois. Bon, tu lisais les Schtroumpfs, mais bon, t'étais petit, voilà, mais quand tu voulais lire des trucs un peu plus d'adultes, il y avait que des gars. Et c'était que des histoires du point de vue du mec, et c'était que des trucs de mecs, et j'adore la bagarre, hein, y a pas de souci. Mais moi j'aime quand il y a aussi des réflexions derrière, ou que, je sais pas, les œuvres, ça emmène un peu tout le monde, et qu'il n'y ait pas d'exclusion. Et je trouvais que le manga a vraiment apporté ça, quoi. Parce que les Clamps ont montré que tu peux faire du fantastique et foutre de la romance dedans, et que c'est pas grave. Ouais, c'est cool, même. Et ouais, et que tout le monde peut lire ça, et que on va pas te juger, tu vois. Et ouais, non, franchement, je pense que le manga a permis cette ouverture d'esprit, et aussi, je pense qu'il y a pas mal de petites filles qui ont su se reconnaître dans des persos, chose qu'on n'avait pas avant, enfin, je sais pas pour toi. Moi, le premier perso où je me suis vraiment reconnue, mais pas vraiment reconnue, mais où j'étais là, genre, waouh, j'adore ce personnage, c'était Miyazaki avec Mononoke, où clairement t'avais que des princesses un peu nulles. Et en fait, j'avais vu Mulan, je me suis dit, putain, mais j'adore Mulan. Et quand j'ai vu Mononoke, alors là, c'était l'explosion. J'avais genre 12 ans. Mais pareil, j'avais pas capté encore que c'était une production japonaise. Et vraiment, c'était ouf, quoi. Et après, ouais, finalement, Miyazaki, moi, c'était aussi un grand... Même si j'ai découvert ces mangas que très récemment, mais c'était un gros socle aussi de toute mon adolescence, comme beaucoup, je pense. Mais c'est vrai que moi, ça a été incroyable, parce qu'en plus, c'était des personnages féminins forts, qui étaient moteurs de l'action, qui n'étaient pas comme une princesse, ou en mode juste attendre que quelqu'un vienne les secourir. Et en plus dans des mondes oniriques complètement fous, ou justement dans un Japon comme Totoro, quoi, c'était fou, quoi. Miyazaki, même encore aujourd'hui, quand je vois du Miyazaki, je suis là, genre, c'est incroyable. Et notamment, là, j'ai commencé à lire les Nausicaa, et il me faut des temps de pause entre chaque tome, parce que là, je les ai piqués à un pote, ça fait 1 an qu'ils sont chez moi, mais juste... Pour moi, c'est tellement la quintessence de la bande dessinée, c'est tellement beau, c'est bien raconté, c'est profond, il y a tout. Et l'héroïne, quoi, Nausicaa, elle est incroyable. Je crois que c'est un de mes mangas préférés, parce que c'est incroyable. Je sais pas d'autres mots pour... franchement, j'imagine que vous connaissez tous l'œuvre de Miyazaki, mais lisez la BD Nausicaa, c'est... quoi, t'en sors différemment une fois que tu l'as fini. Ouais. Et même en tant que dessinatrice, t'es là... à quoi bon dessiner, quoi. Vraiment, c'est à quoi bon dessiner. Genre, ça a été fait ça, je ne ferai jamais mieux, quoi. Nausicaa, c'est vraiment incroyable, et c'est drôle parce que j'ai interviewé Si, et elle m'a aussi dit qu'actuellement elle est en train de lire les Nausicaa. Et en fait, ce qui est fou, et que j'en ai aussi parlé dans le podcast avec Si, mais en fait, il a dessiné ce manga, et en même temps, il faisait des films d'animation. Ouais, et il faisait des pauses pour faire des films, après il redessinait son manga, mais... Quelle folie. Je sais pas, après c'est la capacité de travail d'un japonais qu'on n'a pas. Mais ouais, non, c'est fou. Et là, apparemment, il est en train de faire un manga avec des samouraïs et tout. J'ai qu'une peur, c'est qu'il commence à se faire vieux et qu'on voit jamais ce manga sortir. Mais ouais, non, ça a l'air dingue. Ouais, et puis même, il y a pas mal de ces, parfois juste illustrations qui sont sorties au Japon, qui sont d'une beauté incroyable. Et il a fait un... En fait, il y a un roman, je sais plus si c'est un roman, si je crois, c'est un roman qu'il a illustré, ça s'appelle Le Voyage de Suna,
D'accord. Il me semble que peut-être ça va sortir en France, mais je Trop bien. dis peut-être une connerie, mais moi j'ai l'édition japonaise et c'est incroyable parce que c'est ces dessins en couleur et c'est un truc de ouf. C'est vraiment trop beau. Bah, c'est là où notamment il a inventé pour la première fois, comme dans Princesse Mononoke, il y a un élan rouge qui s'appelle Yakulu, et bah du coup il y en a un dans cette histoire-là, et c'est la première fois qu'on voit une de ces bestioles-là apparaître. Trop bien, oui, puis en plus il y a un bestiaire fantastique quoi, qui est quoi, c'est incroyable quoi. Et je pense que vraiment quand tu vois maintenant les BD jeunesse qui sortent en ce moment, tu sens en fait qu'on a tous bouffé du Miyazaki et qu'on a tous ses références, et que c'est pour ça qu'en ce moment la bande dessinée jeunesse, je trouve qu'il y a une espèce d'émulsion incroyable, c'est qu'on a tous lu des mangas et qu'on a tous vu Miyazaki et lu des mangas, et c'est pour ça que la production en ce moment est vraiment très chouette, et c'est pour ça lisez des bandes dessinées jeunesse aussi, parce que en ce moment, si vous aimez le manga, bah, vous allez vous retrouver dans ce qui sort, parce que voilà, maintenant on a tous 30 ans et on fait des BD. Non, je suis trop d'accord avec toi. En plus, bah, c'est bête, hein, mais quand j'étais petite, j'étais abonnée au Cho Magazine. Et en fait, ils avaient fait une fois, je sais plus pour quelle édition, c'était un spécial manga. Et en fait, tous les auteurs s'étaient amusés à reprendre tous les personnages des mangas et à les dessiner. Trop bien. Tout. Oh là là, bah, j'ai gardé j'ai vendu tous mes Cho, mais j'ai juste gardé celui-là. Parce que je sais pas, c'était trop... Enfin, c'est trop important pour moi, ça m'avait trop touchée de voir que bah, ils avaient les mêmes codes que moi. Et c'est con parce que, bah, je sais pas, genre... Maintenant, avec Netflix et tout, c'est vrai qu'avec les parents, on partage la même chose. Toi, avec tes parents, tu partageais la BD. Mais moi, quand je lisais des mangas, chez moi, jamais mes parents, ils ont voulu toucher à un manga, tu vois. Ah oui. Donc, on n'avait pas du tout les mêmes codes et les mêmes références. Et de voir que des gens dont j'appréciais le travail, bah, genre Boulet et tout, ils lisaient des mangas, parce qu'à l'époque, j'avais pas internet, je pouvais pas savoir qui lisait des mangas. Oui, qui lisait des mangas. De voir ça m'avait trop touchée, vraiment. Et en plus, ça avait fait sens. Après, je me suis dit, ah, mais c'est pour ça que genre, j'aime bien leur BD, parce qu'au final, ils ont des codes que je partage. Bah oui. C'est vrai que maintenant, on a de plus en plus, en fait, on a les auteurs, des découpages, en fait, plus à la japonaise, où on va plus prendre le temps de raconter des choses qu'avant, les gens se permettaient pas, parce qu'en plus, il y avait le souci du format, et c'est qu'on a de plus en plus à avoir plus de place, en fait. Par exemple, pour Aubépine, j'ai 100 pages, donc j'ai le temps, des fois, de raconter des trucs, et de découper un peu comme je veux, un peu comme dans un manga. Et c'est vrai que c'est hyper agréable. Et puis même le blog BD aussi, où les gens, sur Internet, en fait, t'as pas de contraintes de format. Et c'est vrai que le découpage manga est beaucoup plus, je le trouve beaucoup plus intéressant que le franco-belge, qui est plus plan-plan. Et c'est vrai qu'en ce moment-là, je suis en train de découvrir un auteur qui est quand même... il est temps de le découvrir. C'est en fait, il y avait une expo sur lui il y a 2 ans, c'est Tezuka, qui est le dieu du manga, il est temps de s'y mettre. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette expo, j'étais là genre, mais c'est incroyable, parce qu'il y a des planches, en fait, elles sont encore aujourd'hui méga modernes, et que même encore aujourd'hui, peu de gens se permettent autant de liberté et autant de génie dans ces planches. Et c'était incroyable, tout est incroyable. Et c'est pour ça, là, je me dis, bon, il faut absolument que je m'y mette, mais après, voilà, c'est que c'est un peu dur à trouver, quoique non, parce que Delcourt fait des rééditions en ce moment. Et elles sont si belles. Elles sont magnifiques, ouais. Si quelqu'un de ma famille écoute ce podcast, offrez-moi la vie de Bouddha, pitié, genre l'édition est tellement magnifique, c'est un truc de fou. Ah, elles sont magnifiques. Et puis même, il réédite pas mal de trucs aussi, Delcourt, là, dans cette collection, c'est assez chouette. Et ouais, c'est vrai que j'ai commencé là, les 3 Adolphes, l'histoire et c'est fou, le découpage est incroyable, l'histoire, t'as l'impression de voir un film, quoi, c'est fou, et tu dis, c'est hyper vieux, quoi, c'est un des premiers à avoir fait du manga, et il était tellement moderne, et il a tellement tout inventé, et c'est même, par exemple, là, j'ai lu une BD il y a pas longtemps de Jérémy Moreau, qui a gagné l'année dernière le Fauve d'Or. Et c'est vrai que tu sens dans sa BD l'inspiration de Tezuka, et tu dis, encore aujourd'hui, il inspire les gens. Et c'est vrai que c'est hyper moderne, c'est fou, quoi. Pourtant, c'est un vieux manga, tu vois. Et, non, moi, je trouve que l'œuvre de Tezuka est incroyable. Et parfois aussi, moi, je fais beaucoup de recherches sur cet homme, parce qu'un jour, peut-être, j'aimerais sortir une vidéo à son sujet, mais elle va faire genre 15 heures à peu près. C'est pas grave, on est là pour écouter, on veut tout savoir. Et en fait, il y a des mangas où même au niveau de ce qu'il raconte, parce qu'il n'y a pas que le découpage, le dessin et tout, mais ce qu'il raconte, c'est hyper moderne. Il a notamment fait une BD où il parle de cul, et il parle des homosexuels, des lesbiennes, et c'est en mode normal, tu vois, il n'y a pas de tabou. Et j'étais là en train de lire ma BD, je prenais du recul, j'étais, attends, mais est-ce que je suis vraiment en train de lire ça? En quelle année ça a été écrit? Oh, pinaise, genre, qu'est-ce qui se passe? Et surtout par un japonais. Ouais.
Non, vraiment, j'étais choquée. Et puis il a fait des trucs archi drôles. Genre là, je suis en train de lire L'homme qui aimait les fesses. D'accord, Et trop bien, le titre est trop bien. Et en fait, c'est plein de courtes histoires avec du... Pas forcément du cul, mais plutôt des bites, des chattes et des fesses. Ok. Et la première histoire, c'est un mec qui trouve dans la rue, du coup, une chatte avec des fesses derrière et un pénis, mais ils sont genre par terre, et en fait, c'est des animaux. Et il les prend, il les ramène chez lui, et ils vont se reproduire, et il en a tellement qu'il en offre à tout le monde et tout. N'importe Absurde. quoi. Trop bien. Complètement absurde, mais tu te dis, c'est fou, c'est lui qui a écrit Astro Boy, quel est le lien? Mais ouais, mais je crois que dans l'expo, il disait le nombre de planches qu'il a fait dans sa vie, c'est genre, on avait calculé, c'était genre, s'il fallait qu'il fasse 5 planches par jour, quoi. Je sais plus le chiffre, mais on était là, genre, c'était absurde, on était là, c'est pas possible. C'est genre, c'est vraiment pas possible, quoi. Non, mais c'est un truc de fou. Et puis, moi, j'ai été visiter le musée sur Osamu Tezuka, qui est pas trop loin de Osaka. Et pareil, là, t'as des planches originales, tu te dis, mais ce type est malade, ce type est fou. Et il tenait même un carnet où, en fait, il y avait tous ces personnages. Et il considérait ça un peu comme un théâtre. C'est-à-dire que des fois, il repiochait certains personnages qu'il allait faire jouer dans tel manga et tout. Ah ouais, comme un théâtre, en fait. Ouais, c'est juste ça. Trop chouette. Et donc, c'est pour ça qu'il y a certains persos que tu retrouves dans différentes œuvres, un peu comme ce que font les Clamps. Ouais, bah oui, c'est ça, oui, Clamp, clairement, ça réutilise leurs personnages. Genre, bah, effectivement, Tsubasa, c'est juste Sakura et Lionel. Shaolang. Ouais. Shaolan. Oui, parce qu'en VF, c'était Lionel. Oui, c'est ça, c'est les mêmes personnages, mais avec, genre, dans un univers parallèle, quoi. C'est ça. Et c'est trop bien, en fait, parce que quand t'as aimé des personnages, les retrouver dans d'autres aventures, c'est trop cool. Enfin, moi, je me souviens que Sakura Reservoir Chronicle, j'étais trop contente. J'étais là, attends, c'est les mêmes, et en plus, ils sont plus grands et plus beaux. Ouais, genre, c'était tellement mieux dessiné. Quoi, non, c'était pas mieux dessiné, c'était différent, mais c'était plus grand, quoi. Donc, en tant qu'ado, tu t'identifiais plus à eux que Sakura petite. C'est ça. Oh, c'était si bien. Et du coup, après que... Enfin, parce que tu me tends une perche avec, justement, tes lectures adolescentes. Parce qu'au départ, t'as lu, donc, Pokémon... Non, t'as lu... alors, c'était Lovina, Naruto, Tsubasa. Après, il y en avait plein d'autres qui ont gravité. Il y avait Chobit, Bleach. Et après... Ah oui, si, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a une année, en fait, où j'ai énormément consommé de BD, où là, c'était limite de la boulimie. En gros, j'étais à l'internat et mes parents avaient déménagé d'Angoulême, sauf que moi j'étais restée pour ma dernière année de terme parce que bon, bah, pour la terme c'est chiant de déménager. Et j'avais des cours de nu le mercredi. Parce que tu faisais quoi comme... Non, j'étais en S, mais oui, parce qu'en fait, oui, j'ai fait des études d'archi après, j'ai mis du temps à revenir à la BD. Mais j'avais quand même des cours de nu le mercredi après-midi, donc c'était en extrascolaire. Et en fait, j'y allais jamais, parce qu'il y avait le CNBDI, qui est le Centre National de la Bande Dessinée, qui était pas très loin de mes cours de nu. Et en gros, c'est la plus grosse bibliothèque de BD du monde. Oh, trop stylé. Donc, en gros, au lieu d'aller à mes cours de nu que j'aurais mieux fait d'aller, parce que clairement, je dessine pas hyper bien les personnages, j'aurais mieux fait d'y aller. Et j'allais passer mes après-midi, genre, je me souviens, je passais devant un restaurant indien, je me prenais un petit cheese naan, je descendais, et je passais genre 4-5 heures à lire que des BD et des mangas. J'en prenais 5, parce qu'on pouvait en prendre 5 pour... chez toi ? Pour chez moi, pour ma semaine. Sachant que j'étais censée réviser mon bac quand même à cette époque, mais je passais mon temps à lire des BD. Et ça, toutes les semaines. De temps en temps, j'allais en cours de nu quand même, histoire de faire bonne figure, mais j'y allais vraiment une fois par mois. Et ouais, je passais mon temps à lire des BD, des mangas, et là, j'en ai lu, mais tellement. Je m'en souviens, il y en a un, genre, c'était Fulukili, tout comme ça. Je connais pas du tout. Non, alors peut-être que... Non, c'est peut-être pas comme ça. Mais en gros, c'est une meuf qui tape un mec avec une guitare, et il y a un robot qui sort de sa tête. Ce manga, je comprends... Fuliculi, un truc comme ça. Ouais, je sais plus. Mais il y a un animé de ça, non ? Ouais, il y a un anime qui est sorti après. Et ça, je trouvais ça trop beau, mais je comprenais rien. C'est là aussi où j'ai commencé à découvrir FMA à cette époque. Donc Full Metal. Ouais, Full Metal, bon, je pense que tout le monde... Oui. Et je suis hyper contente qu'il soit sur Netflix maintenant, parce que ça permet à plein de gens de le découvrir. Et t'es là genre, mais oui, découvrez, c'est le meilleur anime du monde. C'est clair. Les meilleurs mangas du monde. Parce que moi, je suis pas trop anime, parce que je trouve, en gros, j'ai compté, j'aime genre 7 animes. Ah ouais ? Oui, je suis très restricte. Parce qu'en fait, je préfère tout le temps la version papier. Et en gros, je trouve que parce qu'en fait, tu maîtrises la vitesse de lecture. C'est-à-dire que si ça te fait chier, tu peux avancer. Si t'as le temps, genre, putain, cette case est trop bien dessinée, tu peux t'arrêter, tu vois les détails. C'est toi qui maîtrises le temps. Alors qu'un anime... Ça va si lentement, c'est si long. Et est-ce que les animes que j'aime bien, c'est justement des animes qui vont vite, dans le sens où c'est FMA, Cowboy Bebop, Kill la Kill, Mob Psycho.
il y en a il y en a d'autres qui traînent, enfin je sais plus, mais en fait où eux c'est des animes en fait qui vont à l'essentiel et qui s'embêtent pas à faire 1 milliard de fillers pour justement avoir un épisode par semaine, et c'est ça que j'aime parce que justement c'est plus des œuvres en tant qu'anime, quoi, en tant que... Et c'est pas juste pour faire plaisir aux fans, comme on peut avoir Naruto, 1 milliard d'épisodes. Ah oui, mais après, c'est aussi différent parce que Kill la Kill et Cowboy Bebop... Oui, c'était clairement des... Oui, c'était des... Il y a pas de version manga, en fait. Ça, ouais. Donc c'est des œuvres originales... Enfin, l'œuvre originale, c'est l'animé. C'est ça, ouais. Donc je pense que c'est ça aussi qui te plaît. Bah, moi, personnellement, c'est ce qui me plaît aussi. J'aime pas du tout les animés quand c'est adapté d'un manga parce que je trouve toujours que le dessin est moins bien, à part pour Attaque des Titans, et encore je trouve que l'Attaque des Titans, le dessin apporte quelque chose à... Oui, parce que comme c'est dessiné bizarrement, ça amène du dérangeant, je trouve, à l'œuvre. Genre, ses pères sont cassés, mais justement, ça amène du malaise. Chose que l'animé a complètement oui, parce que c'est changé. dessiné genre... nickel. Oui, mais après ça a permis aussi de faire que cette œuvre soit accessible plus facilement pour d'autres gens. Oui, non, c'est ok. Hein. Parce que je pense que sinon il y a plein de gens qui se seraient jamais lancés dans ce manga. Même moi, tu vois, j'ai commencé par la version anime. Oui, moi aussi, pour le coup, j'ai commencé par la version anime et après j'ai fait, je vais lire le manga. Mais après, je dis ça, mais c'est juste des goûts personnels. Hein, oui. Non, mais de toute façon, je juge pas. Il y a plein de gens qui adorent les animés. Ah oui, voilà. Au contraire, si vous aimez les animés, foncez. Hein. Mais moi, c'est vrai que j'aime bien, quand je lis un manga, maîtriser la vitesse de lecture. Et par contre, je trouve que FMA, c'est un des rares mangas où justement j'ai pris autant de plaisir à lire le manga qu'à regarder aussi l'anime. Les deux animes, même si il y a débat qui est le meilleur, qui est le moins bien et tout, moi j'aime bien les deux. Même si j'ai peut-être plus d'affection pour Brotherhood parce que je trouve que il est plus proche du manga et que le propos du manga est beaucoup plus complexe que le premier anime, parce qu'en même temps les pauvres il fallait qu'ils finissent et ils avaient rien, ils avaient pas de matière, donc ils sont hyper bien débrouillés. Et ouais, FMA, oui, ça m'a fait vriller ce manga, quoi. Du coup, ouais, j'ai vraiment pas, à cette époque-là, j'ai vraiment pas trop travaillé mon bac, hein. Après, tu l'as eu, voilà. Oui, j'ai même eu une mention, hein. Voilà. Ouais, non, si, ouais, j'ai eu mon bac. Mais ouais, non, je passais mon temps à lire des mangas, mais surtout, en fait, c'était vraiment, du coup, ado, genre, j'ai consommé des mangas, mais de manière boulimique, et il y a une espèce de grand désert, quand je suis arrivée en études. Bah, t'avais pas le temps aussi. Bah ouais, en gros, j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté de lire des mangas. Et surtout, en fait, j'ai découvert autre chose, et qui m'a pris plus de temps. En fait, j'ai découvert les dessins animés américains, de type Adventure Time, Gravity Falls. Steven Universe arrive un peu plus tard, mais ouais, j'ai découvert ce pan de la culture qui m'était inconnu. Et j'ai plus passé mon temps là-dessus, en étant en études, que sur les mangas. Et c'est en gros quand j'ai rencontré mon compagnon, qui, lui, en fait, avait une culture différente de manga de moi, qui m'en a fait découvrir plein. Ah, c'est trop bien. Donc, encore grâce à un crush, finalement. C'est tous mes crushs qui m'introduisent au monde du manga. Et lui, en fait, il m'a fait découvrir plein de mangas qui, en fait, j'aurais jamais lu ou ouvert, parce que, bah, du coup, au bout d'un moment, tu commences à être dans des habitudes, où même si au CNBD, je prenais plein de mangas, j'allais quand même souvent des mangas qui m'intéressaient. Et lui, il m'a fait découvrir plusieurs mangas en particulier. C'est Ping Pong, de Matsumoto. Ouais. D'ailleurs, j'ai un ping-pong dédicacé, c'est l'objet que je chéris le plus au monde. Tu m'étonnes, oui, parce qu'il était invité l'année dernière à Angoulême. C'est ça, ouais. Oh non, cette année, 2019. Ouais, 2019, il était là, ouais. Et donc, l'objet que je chéris le plus au monde. C'est trop stylé. Et aussi Slam Dunk et Vagabond, qui finalement sont des trucs où clairement, je serais jamais allée sur ça. Et en fait, c'est Ping Pong, c'est un manga de sport qui raconte pas d'histoire de sport. Slam Dunk, c'est un manga de basket qui raconte pas trop du basket. Quoi, ça en raconte, mais d'ailleurs, c'est tellement bien dessiné. Et Vagabond, c'est tiré, quoi, c'est graphiquement, c'est fou, quoi. C'est tiré du bouquin Le Samouraï. Je sais plus, je suis trop nulle c'est pas grave. En fait, c'est tiré d'un bouquin en fait qui est très connu au Japon, qui est un peu l'archétype en fait du livre de samouraï, en fait, c'est vraiment la base. Et en fait, c'est l'adaptation de ce livre. Et graphiquement, c'est fou. Et celui qui fait Vagabond, en fait, c'est le même qui fait Slam Dunk. Oui, voilà. Donc, mais lui, vraiment, c'est la personne que j'aimerais rencontrer et interviewer, parce que vraiment, comme tu dis, son style graphique, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est fou. Puis surtout, il arrive à se renouveler d'une œuvre... Mais comme Matsumoto, les deux, ils arrivent à se renouveler graphiquement d'une œuvre à l'autre, parce que... Et c'est ça qui est fou, c'est qu'ils arrivent vraiment à changer de style. C'est même pas... Genre, tu mets les deux BD à côté, tu te dis, à ton avis, tu penses pas que c'est la même personne, quoi. Alors que
Et ouais, et Matsumoto, ouais, quand il va faire, c'est comment ça s'appelle, Amer Béton, où c'est un style genre hyper, on dirait un peu du De Crécy. En auteur BD, genre c'est un peu dur à expliquer, mais vous avez Google. Et quand il va faire sa dernière BD, là, où c'est des petits enfants dans un orphelinat, je suis trop nulle, j'ai une mémoire de merde. C'est... Sony non, Sony, ouais. Où bah, graphiquement, ça se ressemble, mais... Et quand il va faire Samouraï Bambou, ça n'a rien à voir, quoi. C'est incroyable. Et du coup, l'autre pour Slam Dunk, j'oublie son nom à chaque fois. Inoue, je ne sais, ouais, je sais plus son nom, mais il s'appelle Inoue quelque chose. D'accord. Et lui aussi, entre genre Slam Dunk et Vagabond, ça, graphiquement, ça a rien, quoi, ça a à voir, mais ça a rien à voir non plus, quoi. En plus, moi, ce que je trouve fou avec cet auteur, c'est qu'en fait, bah, du coup, son manga le plus connu, c'est Slam Dunk, parce que ça a été publié dans le Shonen Jump, et c'était un carton monumental à l'époque où c'était publié. Et après, il a fait des trucs genre, bah ouais, Vagabond, qui n'a rien à voir, qui se passe avec des samouraïs, ça fait je sais pas combien de tomes, 35 ou un truc comme ça. C'est pas fini, hein. Non, je sais que c'est pas fini, c'est un truc de fou. Puis même le truc, c'est que j'avais vu là pour son manga Dandy Sport, c'est oh bah je vais faire un truc plus léger et plus simple, genre. Genre, et puis même, nous on a l'artbook avec genre ces couvertures de Slam qui sont magnifiques. Puis en interview, il disait genre je suis pas très fort en couleur, genre t'es là what, c'est genre incroyable, et genre c'est vraiment le mec hyper humble, genre non mais la couleur je touche pas trop, t'es là genre si. Mais en plus il a une capacité sur YouTube, il y a des vidéos de lui qui dessine comme ça, genre sans crayonner, sans rien, et il a fait un dessin en taille, je sais pas combien, genre c'est énorme son dessin, il doit faire 10 mètres par 10 mètres, et il est là avec un énorme pinceau, il te dessine le truc, et à la fin ça fait un truc mais magnifique. Et ça a l'air si simple pour lui en plus. Et en plus il fait ça genre sans avoir de croquis, sans rien, il est là pif paf ouf, et t'es là quoi, comment ça peut donner ça, c'est incroyable. Comment c'est possible. Alors que moi le dessin, moi c'est juste une lutte constante, quand tu vois des gens faire ça t'es là genre c'est pas possible, genre et du coup donc je suis donc c'est lui qui m'a introduit en fait toutes ces BD, et vraiment du coup c'est un truc que je connaissais pas du tout, et bah voilà, ces auteurs. Et un autre auteur aussi que j'ai découvert récemment, parce que voilà, donc c'est après mes études, j'ai commencé à relire du manga, et là encore, c'est chaque année, j'avais un espèce de coup de cœur. C'est il y a 2-3 ans, en fait, j'ai un coup de cœur pour la BD qui s'appelle Soil. Je connais pas. Alors, c'est pas... Je sais pas si c'est... J'ai oublié le nom de l'auteur, parce que, encore une fois, je suis une bille en nom. En gros, il a fait aussi Wet Moon, qui est un autre manga, qui est là en 3 tomes. Soil, c'est en 11 tomes, donc c'est cool, parce que tu vois, tu sais que tu t'embarques pas comme dans One Piece... je sais pas combien de tomes. Ouais, One Piece, moi, c'est l'arc des poissons qui m'a tuée. Et du coup, Soil, c'est... tu suis l'histoire de 2 flics. Il y a une flic qui est nouvelle, qui veut faire ses preuves, et un petit vieux qui, clairement, est proche de la retraite, il s'en bat les couilles. Et ils arrivent dans un village où il y a toute une famille qui a disparu du jour au lendemain. Et on sait pas pourquoi. Et dans cette ville, il se passe des trucs un peu bizarres. Et c'est un peu une ambiance à la Twin Peaks. Ok. Et graphiquement, on dirait du Charles Burns. Donc Charles Burns, c'est un auteur américain qui a fait notamment Black Holes. Et graphiquement, c'est très proche. Donc, ça veut dire, il n'y a pas de trame, c'est juste des aplats de noir. Et les noirs sont très marqués, genre les ombres. Et ouais, t'as l'impression d'être dans Twin Peaks, Silent Hill, et c'est... Mais oui, là tu me dis ça, les aplats noirs, pas de trame, je crois voir ce que c'est, et les couvertures sont hyper dérangeantes, oui. Où c'est genre une famille qui sourit, t'as l'impression que c'est la famille parfaite. Oui. Et c'est incroyable, c'est un thriller policier, et c'est aussi juste, après avoir lu ça, j'ai voulu commencer à lire, mais en fait j'ai un peu peur, c'est celui qui fait avec les tourbillons là... Oh mon dieu, lui quelle angoisse, comment il s'appelle, putain, j'oublie tout le temps les noms. Lui il fait que son histoire la plus connue c'est... Avec les trous. Comment il s'appelle, j'ai oublié. Bon, on mettra les liens oui, de toute façon, dans les recherches. Oui, il y a tout dans les notes du podcast. Et là j'ai commencé aussi à lire ça récemment, et j'adore, mais en même temps ça me met trop mal à l'aise. Et en fait j'en lis un et je fais... J'en relirai un dans 6 mois. Ouais, le temps de le digérer. Son manga s'appelle Spiral, le plus connu. Ouais, c'est Spiral, ouais. Et en fait, ça porte bien son nom. C'est un truc qui transforme tout en spirale, mais même les corps humains. Ouais. Et c'est répugnant, quoi. Les dessins sont répugnants. Vraiment, tu les regardes, tu fais... j'ai envie de vomir. Et dans ça, il y a un peu ça aussi avec de la déformation de corps. Un peu aussi comme dans le travail de Charles Burns, qui parle de l'adolescence et justement de la déformation du corps. Donc c'est des mangas où il faut...
tu donnes pas ça en mode tiens, passe un bon moment. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'est vraiment, faut être prêt. Et ouais, et ce manga m'a rendu folle, parce qu'en plus c'est cool, parce que c'est en 10 tomes, c'est trop bien. 11 tomes, c'est trop bien. J'aime bien quand ça finit assez vite. Après, allez, à partir de 25, c'est ok, plus ça devient plus un budget, parce que moi j'achète tous mes mangas, parce que la bibliothèque est trop loin. Que je suis une flemmarde. Mais ouais, du coup, c'est un sacré budget, mine de rien, quand même, tous les mangas. Donc moi, j'essaye de les acheter, puis même pour soutenir les auteurs et tout, c'est toujours chouette. Et ouais, celui-là, il vraiment été trop bien. L'histoire est trop bien, quoi. Il est pas très connu, celui-là. Ce sera du coup mon seul conseil, après les Naruto et les Lovina. Le conseil un peu vrai. Et ouais, non, vraiment, celui-là a été vraiment trop cool. Et aussi, là, j'ai commencé aussi à le lire, mais là, c'est vraiment tout récent, mais je pense que tout le monde connaît, c'est L'Atelier des sorciers. C'est trop beau. Magnifique. C'est publié chez Pika Édition. Ouais, trop beau. C'est magnifique. Trop beau. Et moi, je trouve que pour le coup, ça fait très Miyazaki dans les dessins. Et je sais pas, j'aime vraiment trop l'histoire, c'est trop mignon. Mais oui, c'est trop pipou, mais en même temps, c'est un peu sombre. Et puis, la nana qui dessine... En plus, je suis trop contente parce que c'est une femme qui dessine ça. Donc, encore une fois, trop contente. Et elle vient de la mode, un truc comme ça. Et c'est vrai qu'elle a un dessin qui est, on dirait des gravures, des vieilles gravures. Et l'histoire est chouette. Puis c'est bien parce que c'est des petites sorcières et puis elles sont pas forcément en compétition l'une contre elles. Elles sont amies et elles vont s'entraîner vers le haut, et je trouve ça hyper bien, ces concepts de sonorité. Au lieu de on va se tirer dans les pattes parce qu'on est des femmes, on va être ensemble, et ça j'apprécie. C'est genre, En plus, je trouve que pour l'Atelier des sorciers, vraiment Pika, ils ont fait une com trop cool. Et pour une fois, c'est cool de le souligner, tu vois, parce que ils ont des tomes collector qui sont magnifiques. Ouais. Et en plus, je trouve qu'ils ont fait un travail sur les couvertures incroyable. Après, le dessin de l'autrice est déjà très beau. Oui. Mais ils ont vraiment mis le paquet sur ce titre, et je trouve qu'ils le méritent. Et du coup, je suis contente qu'ils trouvent vraiment le succès qu'ils méritent. Donc c'est cool. Ouais, et puis c'est vrai que les éditions sont belles, la collection est belle. Là, ils ont pour le tome 5, ils ont fait un espèce de coffret avec des cartes. Bon, il est un peu cher, mais avec des cartes et tout. Donc moi, je me suis mis sur ma liste de Noël. Du coup, si mes parents écoutent ce podcast, peut-être que ce sera sorti après Noël. Mais il est sur ma liste de Noël. Et ouais, donc c'est vraiment top. C'est un bon manga. Oui, c'est clair. Non, et puis je trouve aussi ça fait plaisir de voir... Enfin, je trouve que dans le manga, ce qui est cool, c'est qu'il y a tellement de styles graphiques différents. C'est intéressant parce que c'est que du noir et blanc quasiment. Et c'est incroyable de voir que même que en noir et blanc, t'arrives à faire des milliards de trucs différents. Oui. Parce que dans la BD, c'est vrai qu'il y a plein de couleurs, donc en fonction des auteurs ou des autrices, il y a des gens qui aiment bien travailler avec telle ou telle couleur ensemble. Donc, je sais pas, je trouve... Dans mon idée, c'est plus simple d'avoir des styles différents que dans un manga où tout est noir et blanc. C'est sûr qu'en plus, avec la couleur, en fait, tu peux raconter plein de choses. Et la couleur, c'est un outil qui est pour véhiculer des émotions, et que du coup, ils arrivent à faire ça, mais sans couleur. Et ça qui est fort, quoi, c'est que souvent, vraiment, moi, quand je dessine, je me dis, tiens, je vais mettre, je sais pas, un ciel rouge parce que, genre, pour mettre la tension. Bon, c'est très simple comme exemple. Mais là, eux, ils arrivent quand même toujours à te créer quelque chose avec juste en noir et blanc, ou avec des trames, ou genre sans trame, quoi. Et c'est vrai que puis graphiquement, quoi, ils sont quand même tous très forts, quoi. Il faut le souligner. Et puis même quand c'est dessiné de manière naïve, par exemple, moi j'aime bien, comment ça s'appelle le petit garçon qui... oh là là, vraiment, le podcast... Le podcast où on n'a pas d'infos. Le podcast où on dit les mots, les noms, mais c'est pas forcément les mots. Tu sais, c'est un petit... Shin-chan. Ah oui, Shin-chan, où c'est dessiné très naïvement, mais c'est hyper drôle et ça marche hyper bien. Et genre, même si finalement, après, ce qui est le plus important finalement dans un manga, dans une BD, où c'est pas forcément de bien dessiner, c'est de raconter une histoire chouette. Et en fait, c'est l'histoire le plus important. Et c'est pour ça, par exemple, l'Attaque des Titans, j'aime pas le dessin, mais je vais quand même le lire parce que je trouve l'histoire cool et que c'est entraînant. Et inversement, un manga qui est hyper bien dessiné et que finalement, ou une BD, mais que l'histoire est chiante, finalement je vais arrêter. Par exemple, c'était Bleach, je m'en souviens, je trouvais ça trop beau, vraiment. C'est Petit Kubo, je crois qu'il s'appelait, il s'appelle toujours. Ouais, Petit Kubo, et j'adorais le dessin, mais juste l'histoire, j'étais là genre je vais arrêter au tome 18, je crois que on va s'arrêter là, notre histoire. Je crois que mon frère et soeur ont continué, mais ouais, à partir du tome 30, ils ont fait aussi, genre, on va arrêter, parce que... Ouais, non, c'était pareil, c'était très beau, mais très chiant, quoi. Mais de toute façon, tout le monde est d'accord, hein. Tout le monde a lâché après l'arc d'Aizen, tout le monde a fait « c'est chiant, on se fait chier, ça suffit ». C'est comme Naruto, moi j'ai lâché, genre avec Pain, un truc comme ça, celui qui a 1000 pupilles et tout, là j'ai fait...
j'en ai marre. J'arrête. Parce qu'en plus, là, j'avais arrêté de les acheter, je lisais en scan. Bon, c'est vrai, ça m'arrive de lire des scans. C'était surtout ado. Mais là, j'avais fait, ouais, non, là, c'est... C'est pour ça, en fait, le plus important, c'est l'histoire, en fait. Peu importe le dessin. Et ça, c'est un conseil souvent quoi, c'était Riyad Satouf, en fait, qui avait fait genre 10 conseils pour les dessinateurs. Et c'était celui qui m'avait le plus marqué. Et il y en avait un autre aussi, c'est peu importe que le dessin soit beau ou pas, le plus important, c'est qu'il soit lisible. Et c'est pour ça, par exemple, que moi, les comics, j'ai vraiment du mal, certains comics, parce que c'est pas lisible, et je comprends pas ce qui se passe, et je suis là, genre, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, le comics, c'est vraiment un milieu dans lequel où personne m'a fait rentrer. Oui. Et du coup, je comprends pas par quel truc il faut que je commence, parce Ouais. qu'on me dit, mais non, commence pas par ce Batman, commence pas par ce Mm. Spider-Man, lis pas ça, et je suis là, mais je Que comprends faire rien, que faire. En plus, bah, c'est vrai que les éditions, je trouve qu'elles se ressemblent un peu, Ouais. puis alors, moi, j'ai un problème mental, c'est que les couleurs, quand elles ne vont pas ensemble, ça me dérange et je ne peux pas lire. C'est vrai que les comics, les couleurs, ouais. c'est pas... C'est pas leur fort, hein, non, vraiment. c'est pas leur fort. Il y a juste un mec que je suis sur Instagram qui a fait un comic sur... comment il s'appelle ? Comment elle s'appelle Raven ? Un truc comme ça, c'est... Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, c'est C'est sorti il y a pas longtemps, Teen non ? Titans, un truc comme ça. C'était quoi ? Comment on dit en français ? Les Teen Titans, c'est l'équipe avec genre... Oui, oui, Teen Titans. Moi, je crois que c'est Teen Titans aussi, Ouais, non ? je ne sais pas. Vraiment, je suis nulle. Encore une fois. Une bille en comics, je suis pourrie. Mais oui, il est sorti il y a pas longtemps son comic, c'est lui, je me dis je pourrais l'acheter parce que j'adore profondément ses dessins et ses couleurs. Et en plus, c'est pas mal inspiré quand même du manga parce que c'est moins... En fait, je trouve que le trait est très dur dans le comics. Ouais. Ça fait très froid. Après, c'est que, comme dans tout, en fait, dans le comics aussi, t'as plein de styles différents, mais c'est vrai que je trouve que c'est plus dur après, c'est encore une fois personnel, moi je trouve que c'est plus dur d'entrer dans le comics que d'entrer dans le manga, parce que t'as moins ce côté licence comme Batman et tout, où t'as genre Batman, t'as genre 70 ans de publication, et à rattraper, tu sais pas par où commencer. Non. Alors que le manga, on dit, t'aimes quoi dans la vie ? T'aimes les échecs ? Tiens, il y a un manga qui parle d'échecs. T'aimes quoi ? T'aimes le vin ? Il y a un manga qui parle de vin. T'aimes les animaux mignons ? Bah, il y a beaucoup de... Il y a plein de choix. C'est ça que je trouve ça trop bien avec le manga, c'est que ça parle... Quoi, c'est fait pour tout le monde. Et c'est vrai que quand tu vas au Japon et que tu vois des petits vieux lire des mangas dans le métro, et t'es là genre, ah bah c'est trop cool en fait. Et d'ailleurs, c'était ça, ma plus grosse frustration, je crois, c'était... quand on était au Japon, c'était de voir tous ces mangas pas chers, et moi genre je pipe rien en japonais et j'arriverai jamais à apprendre. Et justement moi j'adore Dr. Slump aussi, quoi. Arale, c'est mon personnage préféré, d'ailleurs j'ai des figurines d'elle partout, et j'avais vu la collection entière pour genre 1000 yens, et plus c'était les cartonnés, et j'étais là, genre je le veux tellement. Et c'est vrai qu'en France ça reste quand même beaucoup plus cher le manga, et moins accessible pour le coup. Et c'est pour ça que quand on parlait de Netflix avec les animes et tout, que c'est totalement ok en fait de commencer par l'anime et après aller au manga, et c'est vachement cool que ouais, avec Netflix tu découvres plein de trucs. Moi j'ai découvert Evangelion. Est-ce que j'aurais dû le découvrir plus tôt ? Non, je ne pense pas, parce que j'aurais été traumatisée. Et même là, je suis sceptique, je pense pas avoir compris la fin. Je pense que très peu peuvent se vanter d'avoir compris la fin. Ouais, j'étais genre, après j'ai regardé sur internet des théories, et faire genre, je vais prendre cette théorie, c'est celle qui me plaît le plus. Mais ouais, justement, il y avait sur Twitter des gens qui étaient pas contents, en mode genre, vous êtes pas des vrais, mais genre, vous êtes juste jaloux parce que vous avez galéré pour les trouver, alors que maintenant, ça peut être... Et puis c'est le truc un peu genre, que souvent des gens font, c'est genre, c'est mon petit truc indépendant que j'ai envie de garder pour moi. Ou genre, c'était un groupe indépendant, maintenant que tout le monde le connaît, c'est devenu nul. Alors que non, c'est cool. C'est genre, tu le partages à plus de monde, donc c'est vachement bien. Non, c'est trop bien. Et puis, j'en parlais dans plusieurs podcasts de ça, parce que même moi, j'ai découvert des séries via Netflix, quoi. Parce que quand tu vois, je sais pas, 70 tomes, tu te dis, bon, flemme, vraiment flemme. Et alors, là, t'as l'animé, tu te dis, je vais regarder 2-3 épisodes si ça me plaît. Oui, c'est ça. Pourquoi pas continuer ou lire le manga, ça va dépendre, quoi. Puis, tout le monde n'a pas le budget, comme tu dis, et puis... moi perso j'ai lu plein de mangas qui étaient plus publiés grâce à des bibliothèques, mais tout le monde n'a pas des bibliothèques super fournies à côté de chez soi, quoi. Moi la meilleure bibliothèque que j'ai eue, c'était quand j'habitais à Grenoble, vraiment, mais ils avaient tout, c'était trop bien, j'étais trop contente, et puis c'était que des trucs vieux, genre des trucs de Matsumoto qui sont plus trouvables, et genre c'était quoi, Number 66 ou je sais pas quoi. Ah oui, mais peut-être parce que c'est Glénat qui a importé le manga en France, et que Glénat ils viennent de Grenoble. Ah, je savais pas. C'est peut-être ça alors. Et du coup, c'est peut-être... Après, je dis c'est peut-être une bêtise et que c'est juste une coïncidence. Non, mais t'as raison, parce que c'était plein de trucs de chez Glénat que... Ouais, et en fait, Glénat, ça vient de Grenoble. Ah, tu m'apprends quelque chose. Voilà, alors maintenant je sais pourquoi.
Mais d'ailleurs, moi, je suis née à Grenoble aussi. Ah là là, le monde est petit. Et c'est eux qui ont importé le manga avec Akira. Et c'était la version américaine, du coup, colorisée, pas belle. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a la nouvelle collection qui sort en ce moment en noir et blanc, avec du papier tout fin de manga que j'aime bien. Et du coup, il n'y a pas de couleur, et c'est vrai qu'elle est dans le bon sens de lecture, et c'est pas que ça change tout, mais c'est autre chose. C'est autre chose, mais même si c'est très cool qu'il y ait eu ça, et qu'ils aient importé le manga, et qu'à l'époque, ça devait être fou. Après, je me dis, Akira, c'est quand même chaud comme premier choix de manga. Ouais, non, pas commencer par Akira, à part si c'est ton genre d'histoire, genre post-apo. Non, ça bien sûr, mais je me dis, mais qui a choisi de choisir, oui. Qui s'est dit, c'est une super idée d'importer Akira. C'est ça, ouais, ça. Non, c'est pas trop violent, ça va bien passer, je pense. Surtout qu'en plus, je trouve que cette image est restée dans la tête de pas mal de monde, quoi, en mode c'est ça les mangas, bouh, caca. Oui, c'est ça, ils avaient juste l'image Akira, Ken le survivant, et qui sont pas des mangas pour les enfants, qui sont des mangas pour les adultes. Après, vu même Dragon Ball, après le truc c'est que quand t'es enfant, tu kiffes de voir de la baston, quoi, tu recherches ça, genre clairement des trucs mignons dans des champs, tu t'en fous. C'est limite plus adulte, t'es là, genre, c'est mignon, c'est dans les champs. Alors enfant, non, tu veux voir de la bagarre. Et vraiment... Les gens qui se pètent la gueule. Vraiment, enfant, ce que tu veux, c'est voir la bagarre. Et bon, moi aussi encore, non, j'aime la bagarre. Mais c'est pour ça, je pense que ça plaisait autant aux enfants aussi, que Ken le survivant, t'as de la bagarre, t'as les Dragon Ball aussi. Même si personnellement, Dragon Ball, j'adore le premier arc. Et après, quand ça devient Dragon Ball Z, j'ai fait c'est moins rigolo, ça me plaît moins. En fait, si t'aimes Dr. Slump, je comprends du coup, parce que t'aimes les blagues de Akira Toriyama. Je trouve trop drôle. Et c'est vrai que moi, genre, Dragon Ball, genre, je connais que quand il est enfant, et après, j'ai pas lu parce que juste, j'étais là... Pourtant, j'adore la bagarre, mais là, c'était juste de la bagarre en mode serious business, et j'étais là, moi, j'aime bien la bagarre quand il y a des blagues aussi à côté, et que, juste, il bat un adversaire en disant, genre, mais j'ai pas de nez, ou je sais pas quoi, et je trouve ça trop drôle. Et là, juste la bagarre pour la bagarre, pour moi, ça avait plus de sens, quoi. C'était surtout que, je sais plus, quoi. Après, je m'en souviens plus, parce que j'ai lu ça, j'ai fait, mais... Après, je crois que c'était chez mon grand-père, j'avais que ça à faire, mais bon... Mais Dragon Ball, j'ai aussi beaucoup moi regardé les animes parce que ça passait tout le temps à la télé et quand il pleut que t'as rien à faire, tu regardes Dragon Ball en boucle. Et moi perso c'était ma passion, genre Sangoku mon crush. C'est vrai, c'était bien trop longtemps. C'était une catastrophe et il y a des épisodes filler dans Dragon Ball et pour moi dans Dragon Ball Z pardon et pour moi c'est les plus drôles. Genre le passage où Goku doit passer le permis avec Piccolo, ça me fait chialer de rire. Genre vraiment j'adore cet épisode, ils sont trop cons. Je savais même pas qu'il y avait des épisodes comme ça, mais trop drôle. Ouais si, comme je pense le manga était en... Oui, ils l'avaient pas encore publié la suite donc ils savaient pas quoi faire. Donc ils ont mis des épisodes filler qui sont à pleurer, vraiment ils sont trop bêtes. Il y a aussi tout un des épisodes sur Sangohan qui est du coup non pas ado mais pré-adulte on va dire, qui part à l'université et c'est là où il rencontre Videl et tout et ça y a pas dans le manga et c'est trop drôle, c'est vraiment genre trop marrant. D'accord, je regarderai en fond sonore du coup. Genre en vrai je conseille parce que ils ont remis de l'humour débile et absurde. Alors que dans le premier Dragon Ball c'est plus de l'humour débile en fait, c'est tellement drôle. Et quand c'est vrai que les gens qui connaissent pas Dragon Ball te disent genre c'est que de la baston, tu dis non, au début ok il y a de la baston mais c'est juste trop drôle. Et c'est vrai que je pense aussi c'est pour ça que j'adore Dr. Slump, c'est que c'est Arale qui défonce tout et et c'est vraiment trop drôle. D'ailleurs c'est aussi là où je me suis marrée, c'est que là j'ai le dernier manga que j'ai lu là c'était encore un truc de Clamp, c'était Angelic Layer. Donc c'est un truc assez rapide, t'as genre 5 tomes et c'est hyper drôle. Et vraiment j'en avais un souvenir très lointain, je dis je crois que j'avais bien aimé, et comme c'est le manga préféré de ma sœur, alors il y a des l'anime en japonais sous-titré espagnol, donc je suis pas sûre qu'elle ait tout compris. Et du coup je lui ai offert pour son anniversaire, je lui ai dit encore une fois cadeau pratique, j'offre une BD, je la lis avant. Et c'est vrai que je les ai relus, et en fait c'est hyper drôle, et c'est vrai que Clamp elles sont pas trop connues pour leur humour, c'est plus encore une fois on revient à Clamp, et là juste t'as un personnage qui me faisait trop rire, c'était le personnage qui fait la bagarre. Et c'était trop drôle. Et vraiment, tu sais, quand tu lis une BD, généralement, quand tu rigoles, tu fais un Et là, j'ai fait plusieurs de vraiment, parce que c'est rare de rire aux éclats devant une BD ou genre sur une vidéo intérieure, tu fais des petits et vraiment, j'étais surprise de dire ah putain, en fait, Clamp aussi, elles font des trucs drôles, quoi. Moi, je trouvais que Chobit, c'était vraiment très drôle. Hein. Moi, quand j'étais petite, ça me faisait extrêmement rire. Moi, je m'en souviens plus de Chobit. Je savais que ça me faisait un peu bader, moi, parce que c'est des trucs un peu de considération de robotique et tout. Est-ce que c'est un humain et pas
Mais Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas le souvenir que ce soit drôle, mais j'ai lu ça il y a longtemps, donc ça doit sûrement être drôle. Ouais, pour ceux qui voient pas ce que c'est Chobits, ça raconte l'histoire d'un mec qui, un jour en allant dans ses poubelles, trouve un robot humanoïde. Extrêmement beau, et en fait dans son monde, il y a plein de robots partout comme ça, humanoïdes, mais la particularité du sien, c'est qu'en fait le bouton pour l'activer se trouve au niveau de son entrejambe. Voilà, et que il y a tout plein de sous-entendus il y a plein de questions sur la sexualité, mais sur aussi qu'est-ce que c'est qu'être un robot, qu'est-ce que c'est qu'être un humain, et il y a quand même des personnages qui sont très bêtes et très drôles, et moi ça me faisait bien rire, et en même temps un peu badé comme tu dis. Ouais, moi j'ai plus le souvenir du truc badant, mais je devais sûrement avoir de l'humour aussi. Mais je t'avoue, moi je me souviens que du truc badant, et surtout de la fin, j'étais genre... Quoique non, je m'en souviens plus en fait. Mais je m'en souviens avoir badé, en fait juste du sentiment que ce manga m'avait fait bader. Ça c'est drôle, moi j'ai pas du tout ça. Pour moi c'était genre trop pipou, là, trop drôle, des robots humains avec des oreilles. C'est vrai que les dessins étaient si beaux, encore une fois. Ouais. Ils sont si forts, ça. Ouais, l'amour des clampes... Ouais. C'est incroyable. C'est si bien. Mais par contre, le seul regret des clampes, c'est que leur fin, c'est toujours pourri. Ouais, c'est pas leur fort. Ouais, non, clairement. Même pour Chobits, pour Sakura, chasseuse de cartes, pareil, ouais, j'avais pas aimé la fin. Il y avait quoi Tokyo Babylon? J'ai pas lu celui-là. Les dessins sont ouf, mais ils sont plus trouvables. Bah oui, c'est ça, c'est qu'il y a plein de trucs où en fait t'as envie de les avoir, et après c'est à part les trouver d'occasion, ou en bibliothèque, il y en a... Il y reste, mais ouais, c'est toujours compliqué. Après, il faut soit attendre la réédition, soit aller en bibliothèque, mais bon, encore une fois, tout le monde n'a pas la chance de les trouver. En fait, ce qu'il faudrait, c'est une application à Netflix pour avoir des mangas. Ça s'appelle Isneo, et en fait, tu peux payer genre un abonnement pour lire leur catalogue. Ah, et c'est pas genre par tu par épisode. Tu peux payer par épisode ou chapitre, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, parce que voilà. Encore une fois, le podcast où vraiment on dit que des informations. Mais si je dis une bêtise, je le corrigerai à la fin. Okay. Je ferai un petit audio à la fin pour expliquer tout bien. Mais en gros, il me semble qu'on peut prendre un abonnement genre par mois et lire tout leur truc. Moi, je suis en grosse hésitation actuellement. Hein, vraiment, je suis là, bon, quand j'aurai un travail, je vais faire ça parce que ça a l'air trop bien. Et mais leur catalogue est fourni ou pas? Bah, leur catalogue est pas mal. Hein. Ils ont pas mal d'éditeurs. Ils ont aussi de la BD. Ah, cool. Et donc, tu peux lire BD et manga dessus, donc c'est vraiment chouette. Oui, parce que ça, c'est pas trop développé en France, alors que dans Corée ou en Japon, effectivement, ils en consomment pas mal par ce biais, apparemment. Ouais, après, nous, on peut les trouver légalement, mais c'est chiant. Moi, j'aimerais bien rémunérer des gens, tu vois. C'est ça. Mais après, il y a pas mal aussi d'éditeurs de manga qui se lancent dans le numérique. Et du coup, leurs chapitres les mangas sont moins chers version numérique. D'accord. Ils font pas mal de promos et tout. Je sais que il y a quoi, les éditions Akata, mais après les autres, je sais pas trop. Mais je sais que les éditions ça va venir, hein, je pense. C'est le genre de truc, tout le monde va s'y mettre. Il suffit qu'il y en a un, que ça marche bien, et tout le monde s'y met. C'est ça. Puis en plus, c'est grave pratique. Comme moi, quand j'étais au Japon et que je voulais lire des mangas, voilà. Tu vas pas amener tes 20 mangas. C'est ça. Allez, prends juste une série. Quand tu sais pas lire le japonais, tu te mets sur les trucs français et voilà. T'achètes ça légalement et tant pis. Mais ouais. Et du coup, on a quand même enregistré pendant 56 minutes. Ah, déjà? Ouais. on parle, le manga, on voit pas le temps passer. Et bon, vu que t'as écouté les épisodes, tu sais que j'ai un petit cadeau pour toi. Ah oui, c'est vrai. Oh, je suis trop contente. Je n'attendais que ça. C'est juste pour ça que... Non, c'est faux. Et donc, je trouve ça trop cool que tu m'aies parlé de Matsumoto, donc celui qui fait Amer Béton, que t'aimes bien. Parce que le manga que je vais t'offrir, c'est Attends. Non, je ne sais pas son nom, donc je vais pas le dire. Mais c'est un mec qui est plutôt jeune, un jeune auteur, et qui est publié chez Le Lézard Noir. Ok. Et en fait Le Lézard Noir, j'aime bien cette édition parce que ils font pas mal d'auteurs pas très connus ou des mangas un peu chelous, un peu indés. Et ce mangaka-là, ils ont publié tout ce qu'il fait. Trop bien. Donc c'est trop bien. En plus, l'édition, la forme, elle est trop belle, tu vas voir. Et ses dessins, j'aime trop. Et c'est trop beau, c'est trop pipou. Et franchement, c'est trop cool parce que, en plus, son mentor, c'est un peu Matsumoto. Ah, donc nickel. Voilà. Et il est aussi pote avec Inyo Asano, celui qui a fait Bonne Nuit, Pun Pun. Ah oui, j'ai commencé le tome 1 et j'ai trouvé ça trop drôle. Et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté la suite, mais vraiment, juste... J'ai trop aimé. Et je sais pas pourquoi j'ai pas pris la suite. C'est le genre de truc. Par contre, c'est badant as fuck. Yes. Genre... Yes. Franchement, horrible, vraiment, horrible. Tu sors de là, t'es là. Ok. Bon, des antidépresseurs immédiatement. Allez, j'en prends une. Ah si, et moi, juste un dernier truc. Vas-y. J'ai oublié de dire, c'est que aussi un truc que j'ai lu en ce moment et qui est trop bien, c'est Tali
Et justement, c'est pour me dire que justement les gens qui de ma génération maintenant faisaient aussi du manga, s'inspiraient des mangas, mais aussi maintenant il y a des auteurs, même si ça existait, français qui font du manga, et notamment Tali de Suraya. Et c'est un manga trop bien. Et en fait, il a vraiment compris tous les codes. C'est pas genre le truc on dirait un peu de la BD, on sait pas trop ce que c'est. C'est pas comme à la Last Man où clairement c'est de la BD avec des influences manga hyper bien digérées. Là, c'est juste un manga. Et c'est incroyable, c'est trop bien. On dirait un vieux j'arrive plus à parler. Un vieux jeu vidéo, un RPG japonais, donc un JRPG, voilà. Et c'est trop beau, c'est trop bien. Et il faut soutenir cette BD, ce manga. Ça s'appelle Tali, fille de la lune. Et c'est trop cool. Et j'aimerais tellement interviewer Surya parce que je pense qu'il a plein de trucs à dire. Je pense que oui, il sera, prolifique en termes de références. Ouais. Et puis j'aime trop son style. Et pareil, on voit qu'il y a de l'influence de Miyazaki, on voit qu'il y a de l'influence de plein de gens. Et c'est trop cool. Ouais. Voilà. Mais oui, achetez son manga ou sa BD pour soutenir. Pour soutenir la BD, le manga français. Exactement. Et du coup, tiens. Mais je l'ai déjà. C'est vrai? Oh non. Sérieux? Oui. Merde, du coup, je voulais lui offrir Holiday Junction de Keigo Shinzo. Oui, j'aime beaucoup. Merde. Mais lui, il est trop bien, j'aime trop son style. Mais oui, c'est trop bien. Bon, bah, au moins, j'avais bien choisi, tu vois. Bah oui, nickel. Mais en plus, j'adore ce manga. Et justement, je me suis dit, merde, j'ai oublié de parler de lui. Mais oui. Il y a juste une histoire qui m'a mis mal à l'aise. Ouais, l'histoire avec un viol. Ouais, oui. Je pense que tout le monde, avec la petite fille, là, oui, c'est ça. T'es là... Surtout que je l'avais lu dans le train, j'étais trop bien, la première histoire, trop mignonne, et puis j'arrive à cette histoire, je fais il s'est rien passé. Mais oui, j'aime trop. Du coup, je pense que je vais pas l'avoir en double, je te la laisse, mais... Bah, si je te ramènerai une autre, je sais pas si tu les as toutes, tous ces trucs. Ce qu'il a fait, moi, celui que je préfère de lui, ça s'appelle... Oh non. Non, mais t'embête pas, sinon... Comment ça s'appelle? J'ai 120 BD à lire chez moi, que j'ai pas lu. Ça marche. Non, t'inquiète, je manque pas de BD. Mais trop gentil l'intention, mais j'adore c'est hyper bien choisi, du coup. C'est trop gentil. Bah oui, juste que tu l'as déjà, mais tant pis. C'est l'aléatoire, c'est comme ça. C'est risqué de m'offrir une BD. C'est vraiment très risqué de m'offrir... Tu sais, normalement, en fait, j'ai une liste de BD où, en gros, que je mets en public avec mes familles et mes amis, où en fait ils peuvent me les offrir celle-là parce que je les ai pas. Ah, c'est trop bien. Bah moi j'essaye de faire ça, mais personne ah oui, non, mais tout le monde s'en fout. Non, parce que moi j'ai plus de 1000 BD chez moi, donc ouais. C'est compliqué de tomber sur une BD que j'ai pas. Ça marche, mais c'est très bien, tu vois, au moins comme ça je garde mon petit manga. Oui. et non, c'était trop cool d'enregistrer avec toi. Bah merci de m'avoir invité, c'était très chouette, et les autres podcasts étaient très très chouettes aussi, que j'ai écoutés, et j'ai hâte d'écouter ceux des autres. Merci. C'est trop bien. Et allez voir toutes ces vidéos, c'est trop bien. Mais si vous êtes là, c'est que vous connaissez sûrement son travail. Oui, bah ça c'est sûr. Allez voir son travail, c'est si chouette. Merci beaucoup, bisous. Bah merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les liens utiles concernant mon invité dans la description, notamment l'Instagram de Carensac, qui est riche en dessins et où elle partage toute son activité. Aussi, comme d'habitude, je vous ai listé tous les titres des œuvres et des auteurs dont on a parlé dans cet épisode, si jamais un manga en particulier vous a intrigué. Et sinon, évidemment, je vous encourage vivement à vous abonner à ce podcast si vous voulez manquer aucun futur épisode. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur ma chaîne YouTube principale ou secondaire, et ou sur mon Instagram pour plus de contenu. Je tiens aussi à m'excuser de ne pas avoir sorti d'épisode pendant une très longue période, donc entre décembre et maintenant, donc à peu près février. J'espère vraiment revenir en force dans le podcast game avec un peu plus d'entrain et de confiance en moi sur ce médium. Et j'espère que par exemple, je vais enfin me sentir légitime de pouvoir envoyer des mails à mes invités pour leur demander de participer à ce podcast et d'arrêter de stresser quand j'envoie des mails. Voilà, parce que le syndrome de l'imposteur me tient et j'en ai marre. Donc j'espère revenir, comme je vous l'ai dit, avec plus d'entrain et surtout plus de confiance en moi pour cette suite d'année 2020. Et puis bien sûr, je vous remercie vraiment fortement pour votre soutien et tous les petits messages trop gentils que je reçois. J'espère que ce format vous plaît toujours et j'espère aussi pouvoir me diversifier. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis à bientôt.